Alors, Christian Page, notre enquêteur de l'insolite et du paranormal, est là. Bonjour, Christian. Salut Bernard. On va parler des morts, les morts. Oui, En principe, qui ne parlent pas, les morts. Voilà, on est loin du surnaturel et des ovnis aujourd'hui, mais on connaît tous l'expression « les morts ne parlent pas ». Alors aujourd'hui, je vais te déboulonner ce mythe, et en fait, je vais te le déboulonner parce que on assiste dans le domaine de la criminalistique à l'apparition de nouveaux outils. Il faut se rappeler qu'il y a 50, 60 ans, on avait les empreintes digitales et les quatre groupes sanguins. Ouais. Et aujourd'hui, on voit que dans le domaine de la criminalistique, on devient de plus en plus sophistiqué. Et il y a une histoire fort intéressante qui s'est passée il y a quelques jours à Great Falls, au Montana. Donc, je te rappelle un peu les faits. Ça nous ramène un crime qui quand même date d'une soixantaine d'années, 70 ans. Ça se passe le 2 janvier 1956. Donc, on a un jeune couple, Lloyd Dwayne Bogle, qui a 18 ans, et sa copine, sa petite amie, Patricia Khalidze, une lycéenne de 16 ans. Lui est fraîchement engagé dans l'armée et elle, comme je l'ai mentionné, est lycéenne. Donc, ce soir-là, le soir du 2 janvier 1956, ils décident d'aller en voiture dans un parc à la sortie de la ville. Le lendemain, des jeunes qui s'amusent dans le parc vont retrouver le corps de Bogle. Il est étendu aux côtés de sa voiture. Il a été tiré d'une balle en plein visage. Il n'y a aucune trace de sa petite amie. Alors, bien sûr, les policiers sont appelés sur place. Les enquêteurs débutent leur enquête et à peu près 24 heures après la découverte du corps de Bogle, on trouve le corps de la jeune Khalidze à peu près à 8 km de là, sur un terrain vague, à l'orée d'un boisé. Elle est à demi dévêtue. Donc, on suppose qu'il y a eu agression sexuelle. Il n'y a pas de certitude, mais elle aussi a été abattue d'une balle à la tête. Alors, au moment où on amène les corps pour l'autopsie chez le médecin légiste, le médecin légiste a la vivacité d'esprit de dire, bon, ben écoute, on va quand même prendre des prélèvements vaginaux et ces prélèvements-là sont conservés, mais ils vont être précieusement conservé, parce qu'il faut dire que l'enquête va piétiner, on va arrêter quelques suspects, les interrogatoires ne donnent absolument rien, et peu à peu, la piste se refroidit. Tant et si bien que l'affaire tombe dans la catégorie des cold cases. Oui. En 2001, les policiers, parce qu'il y a, comme à Montréal, comme partout ailleurs, il y a des unités chargées de ces affaires un peu mises en veilleuse. Non élucidées, les crimes non élucidés. Oui. Et voilà qu'en 2001, des policiers décident de ressortir ces échantillons pour les échantillons qui ont été prélevés lors de ce meurtre de 1956 et sur les échantillons de sperme qui avaient été trouvés sur le corps de la victime, de la jeune Khalidze. On découvre que le sperme n'est pas celui de Bogle. Ce qui aurait pu être possible, à l'époque, le couple aurait pu avoir une relation sexuelle avant le meurtre. Mais là, il est clairement établi que le sperme retrouvé sur la victime n'était pas celui de son petit ami. Donc, on va dresser un portrait génétique de cet agresseur. Oui. On le compare avec des banques de données que l'on a déjà à ce moment-là. Il faut dire qu'en 2001, l'analyse ADN n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, mais quand même, on commençait à avoir des banques. On compare ça avec des banques qui sont celles qui ont été prélevées à partir de prisonniers incarcérés, et en particulier des prisonniers incarcérés pour des crimes à caractère sexuel. D'accord. On ne trouve absolument rien. Alors l'affaire retombe un peu aux oubliettes, et puis voilà que l'an dernier, les policiers toujours chargés de cette enquête décident de ressortir à nouveau ce profil génétique, et là ils ont une idée. Tu sais, depuis quelques années, je te dirais depuis une dizaine d'années maintenant, il y a une fascination pour la généalogie. Donc, les gens veulent savoir d'où ils viennent, qui étaient leurs parents, et il y a des banques qui se sont formées. Autrefois, ça coûtait plusieurs centaines, sinon des milliers de dollars avoir son profil génétique. Aujourd'hui, tu peux avoir ton profil génétique pour quelques dizaines de dollars. Oui. Donc, les gens s'inscrivent sur ces banques de généalogie et espèrent que des recoupements permettront de retrouver leurs ancêtres, des parents oubliés. Et en faisant ça, les policiers, ça a été... passe-moi l'expression, ça a été le bingo. Donc, on passe cette analyse-là, on donne le profil génétique, et finalement, pour donner un peu l'exemple, si on prend des groupes ici au Québec, imaginons les Tremblay au Lac-Saint-Jean, on va découvrir toute une famille de Tremblay au Lac-Saint-Jean, et peu à peu, on va rétrécir ça à la région de Chicoutimi, puis finalement un quartier, et finalement une rue, et à un individu. Et ce travail-là a permis donc d'identifier un certain Kenneth Gould, qui est décédé en 2007.
mais le profil ADN, et il est décédé, il a été incinéré. Mais le faisceau Donc, on peut pas exhumer le corps pour voir. On peut pas exhumer le corps. Ouais. Mais on sait que ce Gould habitait à proximité de l'endroit où habitait Patricia Kalitzke, et on sait également qu'il habitait, donc Fall River au Montana en 1956, et un mois après les meurtres, il élevait des chevaux sur la ferme, la maison et ferme familiale. Il a tout vendu et il a quitté. Et bien sûr, il n'a jamais été inquiété pour ses crimes. C'est la première fois dans l'histoire de la criminalistique que les policiers arrivent à identifier un suspect de cette manière-là en utilisant la génétique généalogique et sans avoir le corps en bout de ligne, parce que l'individu, comme je l'ai mentionné, il est décédé en 2007. Et c'est là, mais les policiers n'ont aucun doute. Le niveau de certitude est de 100%. Ils sont sûrs que c'est lui. Ils sont sûrs que c'est lui. C'est incroyable. Ouais. Et ce qui est surprenant là-dedans, bon, évidemment, on se dit, si on avait eu le corps, on aurait pu l'identifier, avoir une certitude, un degré de certitude supplémentaire. Mais les policiers, les enquêteurs chargés du dossier n'ont aucun doute qu'il s'agit bien de ce Kenneth Gould qui était l'assassin. Ça veut dire que le sperme qui a été retrouvé sur le corps de la jeune femme en 1956 avait été conservé dans de bonnes conditions, là. Donc, 70 ans après, on a pu obtenir le profil génétique de l'assassin. C'est la deuxième fois, en fait, que des policiers utilisent cette technique-là. En 2018, la police de Sacramento, en Californie, avait arrêté un septuagénaire, un certain Joseph James D'Angelo, et le bonhomme était associé, on le suspectait d'une série de crimes commis dans la grande région de la baie de San Francisco et de Sacramento entre 1975 et 1986. Donc, on avait un triste individu qui s'introduisait dans les maisons pour y dérober des biens de consommation. Si l'endroit était occupé par une femme, il la violait et parfois il l'assassinait. Dans le cas où la maison était occupée par un couple, ça c'est assez sordide, il attachait l'homme, violait la femme et l'assassinait devant son compagnon. Donc tu comprends, c'est une histoire tout à fait sordide. Et soudainement, cet individu que la presse avait surnommé de plusieurs noms, mais surtout le tueur du Golden Gate Bridge, a disparu mystérieusement en 1986. Et là, les autorités se disaient peut-être a-t-il été arrêté, peut-être est-il mort. L'affaire est restée un cold case. Mais voilà qu'en 2018, les policiers ont exactement fait ce que nos policiers de Great Falls ont fait au Montana. Ils ont pris l'ADN qui avait été prélevé sur certaines des victimes, de l'ADN de sperme. Ils avaient un profil génétique. Ils l'ont comparé avec des banques de données génétiques et généalogiques, justement dans des sites où on essaie de retrouver des parents. Et bingo, ils ont trouvé un individu, cet individu, Joseph James D'Angelo. Lui, il était bien vivant. Ils l'ont arrêté. Ils ont procédé à des échantillons d'ADN et, bien sûr, ça correspondait. Et notre bonhomme en question est aujourd'hui derrière les barreaux et il va y rester le restant de ses jours. Donc, c'est la deuxième fois que des enquêtes policières se terminent par des arrestations ou des identifications d'assassins, et ça sur la foi de ces données généalogiques grâce à l'ADN qui a été prélevé sur des scènes de crime. Écoute. C'est fantastique. Donc, quand on dit les morts ne parlent pas, ben voilà que la science nous montre qu'effectivement, les morts peuvent quand même révéler des secrets, et c'est le cas présent. Et c'est sûr qu'il faut anticiper dans les années à venir de plus en plus de percées extraordinaires dans le domaine de la criminalistique à partir de l'échantillonnage d'ADN. Science généalogique, comment t'as appelé ça, l'ADN généalogique. L'ADN généalogique. Et j'ai appris un nouveau mot, la criminalistique aussi. Oui, la criminalistique. Les sciences associées à l'étude des profils criminels. C'est très intéressant, Christian.